la une de l'actualité, la réunion régionale des ministres des infrastructures de la CEDEAO à Yamoussoukro. Les enjeux de cette rencontre sur le développement des infrastructures en Afrique dans ce journal. Le président Ouattara sera bientôt en visite d'État dans le district du Zanzan. En prélude à ce déplacement, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani mobilise les populations de la région. Accusé, le Premier ministre sénégalais réfute toute accusation de blanchiment d'argent pour Hissène Habré. Abdoul Mbaye dément ce forfait en faveur de l'ex-président tchadien. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur RTI1 et bienvenue dans le 20h. Ils sont les pionniers de l'école ivoirienne. Ils en sont les premiers artisans. Des journées d'hommage en leur honneur ont démarré aujourd'hui, dite journée d'hommage aux bâtisseurs de l'école ivoirienne. Au menu, des échanges avec ses précurseurs. En présence de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, la parole a été donnée à ces pionniers qui ont instruit la nouvelle génération sur l'histoire de l'école ivoirienne qui a été jusqu'en 1990 un modèle de réussite en Afrique francophone. Le compte-rendu de Victorine Yaoyobwe. Pour ce lancement des journées hommage aux pionniers de l'école ivoirienne, 4 grands témoins de l'histoire du système éducatif national étaient à l'honneur. Le professeur Joachim Boni, ministre de l'Éducation nationale de 1959 à 1963. Il est le concepteur de l'école ivoirienne. On lui doit entre autres la création de l'Université de Côte d'Ivoire, de l'UNS et de l'INSAC. Joachim Boni est par ailleurs co-auteur de l'hymne national de Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise. Lambert Amontano. Il succède à Joachim Boni au ministère de l'Éducation nationale en 1963. Il crée le CAFOP et institue l'uniforme bleu et blanc. Syndicaliste, Lambert Amontano est le fondateur de l'UGTCI. Troisième personnalité à la table, Paul Akoto-Yao, également ancien ministre de l'Éducation nationale, et le plus jeune, Bakary Thio, premier généticien et recteur de l'Université de Côte d'Ivoire. À travers ces 4 personnalités, la grande chancellerie rend hommage à tous les bâtisseurs de l'école ivoirienne. Professeurs de toutes les disciplines, vous êtes les instituteurs de la République. Au nom du président de la République, M. Alassane Ouattara, et en mon nom personnel, la République vous salue. Nous saluons en particulier aujourd'hui les pionniers de l'école, les bâtisseurs dont certains ont ouvert dans les villages perdus la première école, le premier CEG, le premier CAFOP. Nous saluons les premiers Ivoiriens qui, au début des indépendances et même avant, ont eu l'honneur d'être les lieutenants de Félix Houphouët-Boigny et ont assumé la lourde responsabilité de concevoir, de construire et d'animer notre système éducatif. Les anciens estiment que cet hommage est mérité, car grâce à leur labeur, l'enseignement en Côte d'Ivoire a connu un grand rayonnement à partir des années 60 jusqu'en 1990, au point où l'Université de Côte d'Ivoire a atteint le niveau des universités de France. Les étudiants que nous formions ici, qui obtenaient leur maîtrise, qui allaient préparer les DEA en France, lorsqu'ils arrivaient en France, ils étaient parmi les meilleurs. Depuis 1990, avec les mouvements de contestation et la violence qui se sont invités dans l'enseignement, l'école ivoirienne a régressé. Avec le départ nouveau voulu par les autorités, l'école ivoirienne se doit de repartir du bon pied. Et le conseil d'un ancien peut s'avérer utile. Le ministre actuel de l'Éducation nationale compte s'en inspirer pour le bien du système éducatif ivoirien. Les journées d'hommage se poursuivent ce vendredi avec la décoration d'environ 80 anciens. C'est la reconnaissance de la nation à ces piliers de l'école ivoirienne. Elle s'est ouverte hier et se poursuit à Yamoussoukro, la réunion régionale des ministres chargés des infrastructures des États membres de la CEDEAO autour du développement des infrastructures en Afrique. Les enjeux de la rencontre avec notre envoyé spécial dans la capitale politique ivoirienne, Lassine Fofana. La route précède le développement, c'est connu. Plus largement, les infrastructures sont la clé à tout développement humain, comme l'a dit avec insistance le ministre Patrick Hachi lors de l'ouverture des travaux.
Tous sont conscients de la situation, c'est pour cela que depuis janvier 2012 à Addis Abeba, l'Union africaine, la CEDEAO, leurs donateurs et partenaires habituels ont décidé de sortir le continent de sa léthargie avec le programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA. Décision réitérée plus tard en juin 2012. En arrière-pensée, que faire par soi-même avant d'en attendre des autres? 51 projets ont été nettement identifiés pour être exécutés immédiatement entre 2012 et 2020. Ces projets sont liés à l'énergie, l'eau, le transport, les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures économiques. On le sait, ce n'est pas toujours aisé. Il faut à tout moment donné concilier un certain nombre d'avantages qui ne sont pas forcément divergents, mais qui ne se vont pas dans le même sens. Si vous prenez par exemple un certain nombre de projets sur le plan régional, ce projet peut être réellement intéressant, et sur le plan national, il peut ne pas être intéressant dans l'immédiat, je vais dire, mais dans un futur, de façon globale, je pense que l'optimum, l'essentiel, c'est d'avoir l'optimum pour la sous-région, et ensuite les bénéfices seront répartis de façon équitable au niveau de tous les États membres qui participeront à ces projets-là. Il y a certains qui aimeraient que tel projet, par exemple, soit sur la liste prioritaire. C'est gérable. À Yamoussoukro, les experts doivent dire comment trouver cette plateforme commune pour réaliser le rêve africain dans tous ces domaines, chacun autant prioritaire que l'autre. Avec quels moyens, quels acteurs, dans quel délai? Ils doivent se poser toutes les questions afin de vider complètement le sujet. Cela au plan continental, sous-régional et national. Il s'agit donc pour eux de retenir la stratégie de développement qui sied à tous une fois pour de bon. Tel est l'enjeu de la rencontre des 7, 8 et 9 novembre 2012 à Yamoussoukro. Un tour à Abidjan où s'est tenue hier au palais présidentiel la cérémonie de lancement officiel des activités de préparation du groupe consultatif pour le financement du programme national de développement, le PND, 2012-2015. Le gouvernement organise avec l'appui de la Banque mondiale un groupe consultatif qui se tiendra les 4 et 5 décembre prochains à la représentation de la Banque mondiale à Paris, en France. On en parle ce soir avec le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeus. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Quels sont les objectifs du groupe consultatif? Vous savez, le président de la République a des ambitions pour la Côte d'Ivoire, et pour mettre donc en œuvre ces ambitions, nous avons été instruits au niveau du gouvernement d'élaborer un plan national de développement pour la période 2012-2015. De ce plan, nous avons tiré tout ce qui est investissement public qui est rentré dans le cadre du programme d'investissement public que le gouvernement a adopté il y a quelques jours, et il y a un volet également investissement privé. Maintenant, il faut que cette vision soit présentée et défendue devant l'ensemble des partenaires, des bailleurs de fonds. Ensuite, il faut qu'on s'accorde avec sur les soutiens qu'ils peuvent apporter. Il faut mobiliser le secteur privé. Il faut faire en sorte que des mécanismes cohérents soient mis en place, non seulement pour coordonner les interventions des partenaires, et donc le PND, qui est ce cadre de dialogue-là, va nous permettre d'organiser ce groupe consultatif. Il sera donc une grande réunion de l'ensemble des partenaires multilatéraux, bilatéraux, mais aussi des privés, des fonds souverains en vue du financement du PND. Monsieur le ministre, de façon pratique, comment sera constitué ce groupe consultatif? Alors, donc, nous avons lancé un certain nombre d'invitations à tous nos partenaires techniques et financiers, aux pays amis. Nous avons également associé un certain nombre d'établissements privés qui sont intéressés à investir ici. La Banque mondiale assure le lead donc au niveau du groupe consultatif. Le système des Nations Unies est associé. Donc tout ce monde a été invité. Nous nous retrouverons. La première journée va donc être la journée qui concerne les investissements publics, et la deuxième journée sera donc la journée de dialogue pour présenter les opportunités d'investissement au niveau du secteur privé. Je voudrais vous dire déjà que la mobilisation est forte, et nous nous attendons en tout cas à un groupe consultatif qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Monsieur le ministre d'État, quel est le coût, la stratégie de financement du programme national de développement 2012-2015? Alors le PND fait globalement 12 000 milliards. De ces 12 000 milliards, il y a eu un certain nombre de dépenses déjà faites sur les 2 années, 2011 et maintenant 2012. Nous partons à Paris avec des objectifs à présenter de 11 076 milliards, dont environ 4 500 milliards pour le secteur public
et 5 500 milliards pour le secteur privé. Je voudrais dire qu'au niveau du secteur public, nous avons des capacités de mobilisation de plus de 2000 milliards sur les 3 années qui restent, ce qui fait que pour donc la mise en œuvre du programme d'investissement public, c'est environ un objectif de 2000 milliards et les 6 000 milliards qui restent, ce sera donc le secteur privé qui va couvrir. Évidemment, nous avons l'atteinte du point d'achèvement qui va apporter la contribution nécessaire et nous avons d'autres opportunités, notamment toutes les réformes engagées par l'État au niveau du ministère des Finances qui vont permettre de mobiliser en interne d'énormes ressources. Alors quels sont les résultats attendus et pour quel public cible ? Alors, le résultat attendu, c'est donc, comme je l'ai dit, mobiliser un peu plus de 2000 milliards pour l'investissement public, mais c'est aussi de trouver au niveau du secteur privé des partenaires avec lesquels nous pourrons signer des conventions de partenariat public-privé pour les grands projets structurants. Nous avons le barrage de Soubré, nous avons le chemin de fer San Pedro-Mans, nous avons donc les routes à construire, nous avons le secteur de l'eau, il y a l'école, il y a la santé, tous ces secteurs prioritaires vont donc bénéficier de financement et en partant, nous souhaitons en tout cas revenir non seulement avec des engagements sur les montants que nous recherchons, mais nous assurer que nous mettrons en place avec les partenaires les mécanismes qui permettra une bonne utilisation de ces ressources-là pour que la croissance qui s'annonce soit une croissance qui bénéficie au plus grand nombre. Alors pour terminer, Monsieur le Ministre, comment se fera le pilotage du groupe consultatif ? Un comité de pilotage est mis en place, présidé par le Premier ministre. Nous l'accompagnons avec notamment le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères et un certain nombre de ministères. Et puis nous avons un secrétariat technique qui est en place qui prépare. Mais nous avons surtout, et cela est important, réussi à mettre en place une coordination donc des partenaires, ce qui fait que désormais n'importe quel partenaire ne se lèvera pas pour investir sur les projets de son choix. Ce sera sur les priorités de l'État, les priorités du gouvernement et nous souhaitons donc que la paix puisse nous accompagner, la mobilisation de tous dans le cadre de la réconciliation pour qu'avec les résultats qui seront atteints à Paris, nous puissions, avec le président de la République, lancer véritablement le retour de la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement. Merci à vous, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan de Développement, d'avoir répondu à nos questions. Avec vous, on a parlé des activités de préparation du groupe consultatif pour le financement du PND, le Programme national de développement 2012-2015. Autre sujet, la 5e réunion des administrations fiscales de l'Afrique de l'Ouest se tient ici en Abidjan au Golf Hotel. Il s'agit pour ces fiscalistes d'échanger des expériences, relever les enjeux de la coopération entre les États, trouver ensemble les voies et moyens de faire face aux défis quotidiens des administrations fiscales de la CEDEAO. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera bientôt en visite d'État dans le district du Zanzan, je vous le disais en titre. En prélude à ce déplacement du chef de l'État dans le nord-est du pays, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, vice-président du comité d'organisation de cette visite, a initié plusieurs cérémonies de sensibilisation et d'information dans les localités de Tabagne, Bondoukou et Tanda afin de marquer l'événement par une mobilisation massive. Le compte-rendu de Patricia Omouetia. Nous sommes à Bondoukou, dans le district du Zanzan, à environ 400 km d'Abidjan. C'est ici que le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera sa deuxième visite officielle du 27 au 30 novembre prochain. L'annonce a été faite par le ministre Kwasi Adjoumani, vice-président du comité d'organisation aux populations. Et pourtant, à quelques semaines de cet événement majeur, on ne sent pas encore les préparatifs. Abidjan-Bondoukou, long d'environ 400 km, l'axe est impraticable sur tout le tronçon Agnibilokro-Bondoukou. 56 km séparent ces deux villes. Mais il faut s'armer de patience et de courage pour les parcourir. Pour le vice-président du comité d'organisation, le ministre Kwasi Adjoumani, des travaux seront faits pour rendre l'axe routier Abidjan-Bondoukou praticable. C'est notre route de tous les jours. Nous savons que la route est mauvaise. Et le président a souhaité qu'avant son arrivée, il y ait un travail qui ne soit pas trop lourd, parce que si nous faisons des travaux lourds sur la route, on risque de ne pas terminer les travaux bien avant. Donc un minimum va être fait pour déjà fermer tous les trous
et permettre à tous ceux qui viennent pour cette visite de pouvoir arriver. À Bandoukou, les rues et les artères de la ville ne sont pas encore nettoyées. Immondices et broussailles rivalisent d'ardeur. Mais que fait donc la mairie dans ces conditions? Des commissions de travail ont été mises en place. Donc il y a un comité d'organisation et au sein de ce comité d'organisation, il y a des commissions appropriées avec des responsables compétents qui ont à charge donc de faire, de l'avenir du président à Bandoukou une réussite. Tabagne, Bandoukou, Tanda. Test de mobilisation réussi pour le président de la commission mobilisation, sensibilisation et animation de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Un livre blanc contenant les préoccupations du district du Zanzan sera remis au président de la République Alassane Ouattara. Notre reporter, au terme de son périple dans la région, a recueilli pour vous les réactions des populations de la zone qui se prononcent ici sur la prochaine visite d'État du chef de l'État dans le district du Zanzan. Bandoukou, situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, avec environ 68 000 habitants, constitué en majorité par les Abrons, les Lobis et les Koulango. Pour les élus et la population, l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara est une opportunité de développement. Le président amène le développement. Et s'il amène le développement est pour tous. Quand on fait l'électrification, celui qui vient pour s'éclairer à la lumière des poteaux que nous mettons, que le président met, que la nation met, c'est tout le monde qui en profite. Le problème d'électricité, il y a trop de coupures d'eau, trop de choses, coupures de courant aussi. Peut-être ça peut changer. En tout cas, on est très contents. Mais celui de déranger les routes pour nous, c'est ça seulement on veut. Et puis l'emploi des jeunes. Voilà, chauffeur de taxi, nous on veut maintenant que les routes là, que ça soit bien. Voilà. Vraiment, il n'a qu'à faire un effort. S'il vient, il n'a qu'à nous aider. Les 10 complexes hôteliers de la ville affichent déjà complet. Nous avons 18 chambres et une fixe. Et tout est réservé. Je ne pense pas que nous allons augmenter les prix. Nous allons baisser les prix tels qu'ils sont. Pour les élèves du département de Tanda, définir une visite d'État reste une énigme. Une visite d'État, c'est un responsable qui vient rendre visite à sa population. Ça apporte le bonheur, le plaisir de tout le monde de recevoir cet homme. Qu'est-ce qu'une visite d'État peut apporter à une région? Bon, elle peut apporter des... Bon, elle peut apporter des moyens financiers pour... Parce que les états des routes sont vraiment endommagés. Une visite d'État, je pense qu'une visite d'État, c'est la présence du président dans la région ou bien dans la ville. La visite apporte à la région des... Je sais pas, des choses que la région a besoin quoi. Donc ils disent ce qu'ils veulent maintenant. Eux maintenant ils donnent, s'ils peuvent donner, ils donnent. Visite d'État. Bon, visite d'État c'est pour vérifier les choses de la ville. C'est pour entretenir la ville aussi. La capitale malienne Bamako a accueilli la réunion extraordinaire rassemblant les chefs d'état-major généraux de la CEDEAO pour l'harmonisation du concept d'opération de la force internationale en vue de libérer le nord du Mali. Cette réunion des experts militaires du Mali, de la CEDEAO et des forces occidentales s'est tenue mardi. Le point avec Mamadou Kwasi. Il s'est agi au cours de cette rencontre du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, il agit aux experts militaires de la communauté internationale d'examiner et d'harmoniser le projet concept d'opération conjointe de la force militaire internationale. Objectif, libérer le nord Mali occupé depuis avril 2012 par des groupes islamistes, Atmir, Moudjao et Ansardine.
Au nom du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, le général des corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, salue l'engagement de la communauté internationale pour la recherche de solutions à la crise malienne. Pour lui, la CEDEAO reste déterminée à recouvrer l'intégrité territoriale du Mali. La rencontre de Bamako s'inscrit dans la logique des résolutions 2056 et 2071 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au-delà du Mali, ce sera l'ensemble de la région de l'Afrique qui connaîtra la paix, la sécurité et la stabilité. Il s'agit pour nous de partir déterminés à appliquer justement ce pronos harmonisé afin que le Mali soit libéré. Un huis clos a permis d'arrêter plusieurs recommandations, lesquelles seront examinées et adoptées par le Conseil de médiation et de sécurité au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les réunions sont prévues le 9 et 11 novembre prochain à Abuja, au Nigeria. Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des services de police, l'État de Côte d'Ivoire vient de doter la police nationale de 19 pays. La cérémonie de remise de ce matériel roulant aux commissaires d'Abobo et ceux des autres services de police du district d'Abidjan a eu lieu à l'école de police. La police a donc bénéficié de matériel roulant, c'est ce que nous dit Abou Sanogo. 19 véhicules, dont des ambulances remis à 19 services différents de la police, entre autres des commissariats de la commune d'Abobo, la direction des renseignements et une ambulance pour l'infirmerie de l'école nationale de police qui a abrité la cérémonie de remise de ce matériel roulant. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles des forces de police. Le directeur de cabinet adjoint chargé de la sécurité, le général Sissé Lanciné, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, a invité les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu. C'est l'occasion de leur demander, avec l'accroissement de leur mobilité, qu'ils sortent de leur bureau, qu'ils fassent des rondes pour contrôler leurs collaborateurs. La police est au service de la population. La police a pour mission de protéger les personnes et les biens, de protéger les institutions et les personnes qui les incarnent. Et je souhaite qu'ils en fassent un bon usage. Au nom de la police, le général Yao Kwasi, inspecteur général des services de police, a exprimé la gratitude des bénéficiaires et promis de faire bon usage des véhicules. Les services qui viennent de recevoir le matériel prennent l'engagement d'utiliser au mieux ce matériel. Ils prennent également l'engagement d'entretenir ce matériel pour qu'il serve pendant longtemps pour les besoins de la population. La cérémonie s'est déroulée en présence des directeurs généraux, centraux et de plusieurs commissaires de police. C'est le 7 novembre 1959 qu'il est né. Hier, 7 novembre 2012, le barreau de Côte d'Ivoire a célébré son 53e anniversaire. Une série d'activités est organisée à cet effet sur toute l'étendue du territoire national, depuis hier jusqu'à demain, 9 novembre 2012. Les explications de Juliette Roya. Le barreau de Côte d'Ivoire a aujourd'hui 53 ans et pour marquer cette date anniversaire, la journée du mercredi 7 novembre est consacrée à des consultations et plaidoiries gratuites au palais de justice d'Abidjan Plateau. Je pose le problème de la rétention par les banques, établissements financiers, des prélèvements qu'ils font sur des clients, sur le compte des clients. Ces questions-là et le fait que souvent lorsque le client décide de mettre un terme au contrat, ils font de la rétention et ils font du dilatoire pour pouvoir payer. Voilà. Et donc il m'a expliqué les recours qu'il faut dans le cas d'espèces. Ces consultations gratuites seront également ouvertes aux communes de Yopougon, de Port-Boué, de Trècheville et d'Abobo ce jeudi. La cérémonie de clôture de ce 53e anniversaire va marquer la rentrée judiciaire de novembre 2013. Au programme, une exposition d'objets d'art et de vernissage et une conférence au cours de laquelle les lauréats du concours de plaidoirie 2011 vont exposer devant le grand public sur le thème « Le peuple contre Wall Street » en rapport avec la crise économique de 2008. C'est l'occasion pour nous de montrer
à la population, à l'ensemble de la population vivant sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, que le barreau se tient à leur côté, que le barreau est disponible. Ce sont des avis qui sont gratuits en ce moment, mais qui, en d'autres circonstances, en d'autres lieux, c'est-à-dire dans les cabinets des avocats, sont payants. Il faut également préciser que les quelques 600 avocats du barreau de Côte d'Ivoire annoncent une assistance judiciaire gratuite une fois par mois aux populations démunies. En santé, le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun ici en Côte d'Ivoire a débuté aujourd'hui pour durer 3 mois. Il s'agit de la phase de sensibilisation. Précisons que l'épidémie mondiale du tabagisme a tué près de 6 millions de personnes chaque année, dont plus de 600 000 sont des personnes exposées à la fumée secondaire. En Côte d'Ivoire, l'enquête réalisée en 2005 par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida révèle qu'une prévalence tabagique de 13% a été observée au sein de la population. L'auditorium de la Caisse de stabilisation au plateau a abrité une rencontre des populations Gouro, peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été marquée par une conférence de presse et la naissance d'une union pour sceller la paix en pays Gouro. Les explications de Thérèse Tapeyoboué. Les régions Gouro, à l'instar de toutes les autres régions de Côte d'Ivoire, ont connu avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2010 de profondes dissensions. La violence. Aujourd'hui, l'on s'attelle à tourner cette page triste de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique que plusieurs cadres, chefs traditionnels, venus des différentes régions du pays Gouro, se sont retrouvés le week-end dernier à l'auditorium de la Caisse de stabilisation au plateau. Il s'agit maintenant pour le peuple Gouro de dissiper les malentendus et de parler d'une seule voix, au nom de la réconciliation et de la cohésion sociale. Nous retrouver pour réfléchir, nous retrouver pour contribuer à une paix durable en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a permis aux populations de suivre une conférence du professeur Babi Youzan Daniel, doyen de l'UFR des sciences de l'homme et de la société. Thème, le pays Gouro d'hier à aujourd'hui. Une réalité géographique, sociologique et culturelle. Cette rencontre a été marquée par la naissance d'une union, le CADO. CADO, c'est-à-dire tous les Gouros sont un. Pourquoi? Parce que justement nous avons éprouvé le besoin aujourd'hui, surtout la nécessité d'avoir une plateforme d'échange, un forum d'échange entre les cadres Gouros. D'ailleurs, un programme de tournée est prévu dans les prochains jours dans les 10 communes d'Abidjan et banlieue, pour expliquer le bien fondé de cette nouvelle union. Troisième titre de cette édition, le Premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye a affirmé hier que l'ex-président tchadien Hissène Habré, accusé de crimes contre l'humanité et réfugié à Dakar, y a déposé de l'argent dans des banques. Après sa chute en 1990, accusé, le Premier ministre sénégalais réfute toute accusation de blanchiment d'argent pour Hissène Habré. Reportage. C'est pour la première fois depuis sa nomination il y a que le Premier ministre sénégalais donne une conférence de presse. Entouré de son gouvernement au grand complet, Abdoul Mbaye a abordé toutes les questions, même celles qui fâchent. C'est ainsi qu'il a rejeté les accusations de blanchiment d'argent déposées dans une banque sénégalaise par l'ex-président tchadien Hissène Habré, en exil au Sénégal depuis une vingtaine d'années. J'étais un banquier à la recherche de dépôts en 90, la BIAO était dans une situation plutôt catastrophique. Pourquoi voulez-vous que je n'accepte pas des dépôts qui n'ont aucun problème? Les articles de presse au Sénégal et à l'étranger ont récemment estimé que le Premier ministre sénégalais, ancien directeur de banque, avait joué un rôle obscur dans l'ouverture de compte de l'ex-président tchadien lors de son arrivée au Sénégal en 1990. Cet argent a été changé à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous connaissez, vous, de l'argent qu'on blanchit en passant par une banque centrale? L'argent, dont le montant n'a pas été révélé, a été déposé dans plusieurs banques sénégalaises avec l'assentiment des autorités d'alors. La note triste de cette édition, décédé le vendredi dernier des suites d'une courte maladie, Awa Diomandé, épouse Soumaoro, qui était en service à la RTI,
a été conduite à sa dernière demeure à Bouaké. La levée de corps a eu lieu ce matin à Ivosep en présence des collègues, amis et proches de la défunte. Le point avec Abou Sanogo. Ivosep Trècheville, salle Prestige. Un grand nombre de personnes venues soutenir les familles Soumaoro et Diomandi. Leurs filles, nièces, cousines et épouses Awa Diomandé, épouse Soumaoro, arrachée très tôt à l'affection de tous le vendredi dernier, après avoir accompli son devoir au service montage de la direction de RTI2. Instant de douleur, moment de tristesse durement vécu par les proches de la disparue. L'époux, le colonel-major Soumaoro Gaoussou, commandant en seconde des forces terrestres, tente de surmonter l'épreuve malgré le soutien de ses frères d'armes des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. À leur côté, le président du conseil d'administration de la RTI, la direction générale de la RTI, les collègues de Awa Diomandé, épouse Soumaoro, et plusieurs agents de la RTI. Certains, inconsolables, écoutent les paroles de réconfort de l'imam. Moment d'intense émotion. Comme pour sacrifier à la tradition, l'application du jeu des alliances entre les ethnies Koyaka, Tagwana et Simufu. Condition inévitable pour le passage de la dépouille. Après plusieurs négociations, départ autorisé pour la ville de Bouaké où aura lieu l'inhumation. Awa Diomandé, épouse Soumaoro, part et laisse 2 enfants, une fille et un garçon. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI1 car tout à l'heure en direct, nous vous proposons une émission spéciale pour décrypter la récente réélection de Barack Obama à la tête des États-Unis. Obama président, que gagne l'Afrique? Tel est le thème de cette émission présentée par Sylvie Touré. Moi je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.